Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Alors, tu l'ouvres quand ton resto ? Je gage que cette phrase, notre invitée l'entend pas mal souvent en ce moment. En effet, elle est aujourd'hui en plein dans les travaux de ce qui sera bientôt son premier restaurant. Mais je vais gager aussi que cette phrase, ce « tu l'ouvres quand ton resto ?», notre invitée l'entend déjà depuis plusieurs années. Quand tu es cuisinier, on dirait que c'est l'objectif ultime, l'aboutissement logique d'une carrière. Ça commence quand tu es apprenti, par tes proches bien sûr, tes parents y rêvent déjà pour toi. Ça continue au fil de tes jobs, tes amis t'y verraient bien. Tu la sens la pression sociale ? Si tu deviens chef de cuisine, alors tes employés commencent à s'y mettre, tes anciens collègues aussi. Et puis, parfois, un jour, tu te sens fort, tu te sens prêt, toi aussi tu veux prouver au monde et à toi-même que tu as des choses à dire. Et tu vas les dire de la seule manière que tu connaisses, sur une assiette. Aujourd'hui, c'est Catherine qui est dans le jus. Waouh. Bonjour Catherine. Bonjour. Salut Catherine. Bonjour. On sent qu'il y a du vécu de sa part, en tout Oui. cas, dans cette introduction. Est-ce que tu peux... Donc, est-ce que c'est le cas pour toi ? C'est ce qui s'est passé ? Est-ce que ce qu'il décrit, ça te concerne vraiment aussi ? Oui et non, dans le sens où moi, c'était un but à un moment donné que je voulais avoir mon propre restaurant, mais ça n'a pas toujours été le cas dans mes débuts là. Je voyais mes chefs galérer. Ça avait l'air tellement d'être une grosse charge que je me disais, je ne serais jamais capable de le faire. Puis, il y a quelques années, il y a 6 ans, je me suis dit, ouais, c'est ça que je pense que j'aimerais faire. J'ai envie d'ouvrir mon restaurant. Et est-ce que avant que tu aies envie d'ouvrir ton restaurant, les gens autour de toi te posaient la question, tu l'ouvres quand ton resto ? Oui et non, j'avais pas vraiment cette dynamique-là. Je pense que les gens... Tu sais, j'ai toujours été très honnête de où est-ce que je me situais, puis c'était quoi mes capacités et tout. Puis les gens, je pense que les gens respectaient ça. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, je pense que j'aimerais ça le faire, tout ça. Puis... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour que tu aies envie d'ouvrir le resto, ou c'est juste la maturité du métier ? Des frustrations. Ah ouais. Des frustrations, des trucs que je voyais dans le milieu, que j'étais comme, ça fait pas de sens. Puis oui... En étant employé, tu peux faire changer des choses en ayant une parole et tout, mais vraiment comme l'impact que tu peux avoir, c'est vraiment en ayant ton restaurant pour implanter des philosophies, des valeurs qui sont propres pour toi, puis de créer un nouveau chemin pour les générations futures. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces frustrations, de quelques exemples ou... Quelques exemples, mais sujet tabou, on n'en parle pas, on essaie de pas trop en parler parce que ça vient animer souvent les discussions, les pourboires, évidemment. Oui. Donc, les relations salle-cuisine, pour moi, ça m'a tout le temps frappé qu'il y ait tout le temps cette séparation-là. Puis, avec un parcours, je suis partie 2 ans au Danemark, puis j'avais pas cette dynamique-là avec eux parce que le front of house et le back of house, ils travaillaient ensemble. Tout le monde rentrait en même temps, tout le monde partait en même temps et il y avait l'équité salariale. Donc, à poste égal, tout le monde gagnait un salaire similaire, puis les pourboires étaient répartis de façon équitable aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment important. Puis, je suis arrivée, puis j'étais comme, OK, c'était un gros choc pour moi au début de justement de pas avoir cette rivalité-là entre la salle et la cuisine. Puis, j'étais comme, OK, ça, c'est mon but ultime. Quand que je vais revenir à Montréal, quand je vais revenir chez moi, ça va être ça, c'est ça que je veux faire. Alors, est-ce qu'on va un peu plus dans le sujet ou on parle des autres frustrations ? Parlons des autres frustrations, on y reviendra. Okay, parce qu'on va y revenir, parce que c'est un sujet super important. C'est tous des sujets un peu connexes, là, tu sais, comme moi, j'ai toujours aimé justement avoir cet esprit de famille, de partage, puis, tu sais, comme avec la salle et la salle à manger, je trouvais ça super important. Le fait aussi que, tu sais, des fois, on s'assoyait jamais pour manger, on prenait jamais une demi-heure de pause ou des trucs comme ça. Fait que ça, pour moi, c'était vraiment... Tu parles salle et cuisine, ou que salle, ou que cuisine, ou ensemble? Les deux ensemble, tout seul, ou tu sais, comme des fois la salle prenait une pause, mais nous, la cuisine, on n'avait pas le temps, puis évidemment, on avait vraiment pas le temps, mais c'est juste des fois où il faut trouver le temps. Hein, puis, on prend pas le temps. On prend pas le temps, c'est vraiment ça. Puis, c'est un petit quart d'heure, c'est pas ça qui va changer. Non, c'est ça.
Si t'es déjà dans la merde, tu vas être quand même dans la merde 15 minutes plus tard. C'est seras pas plus ça relax. qui va changer. Mais tu seras plus relax et tu auras Oui. mangé. Mais c'est ça. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment important. Ça aussi, ça vient aussi de mon background du Danemark où on était obligés de s'asseoir. J'ai déjà vu mon chef de cuisine nous engueuler comme du poisson pourri parce qu'on n'avait pas pris notre pause. Puis ça m'avait frappé. Puis j'étais comme, hey, tu sais, je fais aller ton travail. Puis il est comme, non, il dit, si t'es pas bien, si t'es pas à ta meilleure de ta forme, tu seras jamais au meilleur de ta forme avec nos clients. Et que ça m'avait comme resté dans la tête. Puis j'étais comme, c'est vrai, c'est une belle philosophie. Si toi, tu te sens pas bien, c'est sûr que tu peux pas donner le meilleur dans ton travail. Ça fait combien de temps que tu es parti au Danemark? Je suis partie en fin 2017 jusqu'en 2019. Finalement, c'est ton voyage à l'étranger qui t'a un peu... Ça a complètement changé ma vision de faire de la restauration. Parce qu'un peu avant, je pensais quitter. Je pensais retourner à l'école. Ah ouais? Ouais. Parce que justement, il y avait des choses, j'avais des frustrations, je savais pas comment les résoudre. Clairement, j'avais pas la maturité non plus pour parler de ces frustrations-là. Puis je suis rentrée là-bas, j'ai eu un gros choc, et culturel, et tout, en fait. Hein. Puis ça, on dirait que ça m'a ouvert. Ça a été très difficile, mais ça a été vraiment la plus belle expérience. Ça t'a réinsufflé vraiment, le feu vraiment. à Puis ça m'a donné l'intérieur. espoir qu'on peut changer la restauration, puis on peut changer... on peut créer un nouveau chemin pour les générations futures. Puis Alors, ça fait seulement 3 minutes qu'on parle, il y a déjà 2 gros sujets. Ouais, hein. Waouh, attention, ça risque d'être intense. Donc, c'est ça. Est-ce que on va revenir sur ton époque Danemark, parce que je pense que c'est important d'y revenir, parce que ça a été un déclencheur. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de toi avant? Alors déjà, comme je vais piquer la question d'Emeric habituelle, est-ce que tu as toujours voulu être cuisinière? Absolument chef? pas. Non, vraiment pas. C'est ma J'étais, question, ça. Hein. Ouais. J'étais en joaillerie avant. J'ai fait mes études à Montréal. Justement, je suis sortie de l'école, je suis sortie du secondaire, je suis allée au Cégep du Vieux-Montréal, puis il y avait l'école de joaillerie de Montréal aussi, qui est sur Maisonneuve, si je me trompe pas. Puis j'ai fait tout mon... j'ai gradué, puis... pendant 1 an, j'ai essayé... Parce que dans le fond, ils te forment à être travailleur autonome. Puis, mais j'étais trop jeune. J'étais trop immature. Est-ce que tu fabriquais des bijoux? Ouais, exact. Ok. T'avais quel âge? J'avais 22 ans. Ah ouais, 22 ans. 22 ans. commencer son Pour être travailleur autonome, entreprise, c'est très... c'est beaucoup Ouais, demandé. quand même, ouais, quand même. Surtout, tu sais, comme 22 ans, c'est encore un enfant, là. Ben On ouais. ne sait pas vraiment qui on est. Là, je venais de rentrer dans la grande ville. Moi, je viens de la région, tout ça. J'étais comme, OK, c'est viens un d'où? autre monde qui s'ouvrait à moi. Puis j'étais juste comme, OK, non. Parce que tu viens, Catherine? Je viens de Granby. Ah oui, canton de l'Est. Canton de l'Est, Mhm. oui. Eh oui, c'est pas pareil là-bas. Hein. Non, pas du tout. Mais c'était le meilleur move que j'ai fait aussi. Là. Donc, je suis partie. Puis, en fait, il y a une de mes amies, elle était à Bishop, puis on est allé vivre à Sherbrooke ensemble. Puis on a bien vécu. Donc, t'es allé à l'université Sherbrooke, c'est ça? Non, même pas. Alors, Non. Il y a juste une de mes amies qui était là-bas, elle était comme, ah, ça te tente de venir avec moi? J'étais allée à Sherbrooke, puis je suis comme, ah, je vais partir ma petite boutique là-bas, ça va être ok, parfait. après la joaillerie. Après la joaillerie. Ok. Puis finalement, ça aboutit à absolument rien. Puis je faisais juste cuisiner pour mes colocs tout le temps. Puis elle était comme, ah, ça te tenterait pas de t'essayer à rentrer dans une école de cuisine? C'est t'as de l'air plus trippé que de faire de la joaillerie parce que j'étais pas assidue et quoi que ce Mais soit. est-ce que tu avais déjà à ce moment-là travaillé comme job étudiant dans les restos ou pas Dans du un tout? petit café. Dans un petit Dans café? un petit café, justement, avec cette amie en question. Genre barista ou... Oui, c'est ça. Puis on faisait des petits sandwichs, là, mais c'était vraiment très de base. Là. C'était Ok. des choses préachetées, puis tout ça, puis on continuait. Mais j'aimais la dynamique de, justement, cette espèce de rush, puis on avait une belle énergie, puis j'essayais de retrouver ça à quelque part, puis dans aucun travail, j'avais retrouvé ça. Ok, et donc à Sherbrooke, ça a commencé à naître chez toi? Oui, mais c'est vraiment juste parce que je cuisinais pour mes amis, puis j'aimais ça, puis j'essayais des nouvelles recettes, puis j'étais comme, bon, fait que mes amis étaient comme, ah, tu devrais t'essayer. Puis comme de fait, je me suis essayée à un moment donné, puis j'étais comme, ah. Alors, t'as essayé comment, ouais? Eh oui. Premièrement, j'ai essayé de rentrer en pâtisserie. Ils m'ont refusé. Où ça? À l'école À de... l'ITHQ. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Fait que je m'étais dit, la pâtisserie, ça serait mon genre, tout ça. Puis non, j'ai été refusée. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais essayer en cuisine parce qu'il y avait comme plus d'opportunités, plus d'ouverture. Puis, pour être honnête, je suis rentrée là-bas, je savais même pas couper un oignon, là, pour vrai. C'était gênant. Parce qu'il y avait plein d'autres de mes collègues que ça faisait déjà quelques années qu'ils travaillaient en restauration. Puis moi, j'étais comme, non, j'avais travaillé dans un petit café, mais sans plus. Là. Fait que je suis rentrée en cuisine, puis je suis tombée en amour avec la cuisine.
Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec la cuisine? L'énergie, je pense. Hein. Ouais. L'énergie, vraiment. Puis justement, de toujours... Puis même si dans ma famille, on a tout le temps été super ouvert à justement aux aliments, des trucs comme ça, de goûter des nouvelles affaires. Mais là, j'avais comme encore une fois un autre monde qui s'ouvrait à moi, des nouvelles saveurs, puis tout ça, des combinaisons aussi, que je trouvais ça assez... Puis j'aimais aussi l'espèce de rigueur qu'il y avait en cuisine, là, l'espèce de... Le service, puis il faut que ce soit à temps, il faut que ce soit... je sais pas, je trouvais que c'est une belle danse. Hein. Ok, donc tu as fait ton école. Ouais. Et puis, je sais que tu as travaillé dans des belles... Oui, mais moi, j'ai été la plus chanceuse du monde. Hein, ouais. Tout le temps. J'ai tout le temps été... Je sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui veille sur moi. J'étais à l'école, justement, j'étais vraiment probablement la moins bonne de ma classe. Puis mon professeur, Olivier Guériac, à un moment donné, il était comme... je revenais d'un stage en Corse. Mm-hmm. Et au retour, il était comme, t'as-tu un emploi? Puis j'étais comme, non, tu sais, je cherche encore un peu. Puis là, il était comme, mais j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Il dit, va au Bouillon Bill. Je savais absolument pas c'était quoi. Il dit, le chef là-bas, François, je pense qu'il cherche tout le temps des étudiants. Bouillon de Bill, un resto gastro à Montréal. Oui, vraiment. C'est sur moi le meilleur. Mais puis donc c'est ça. Fait que j'allais porter mon CV. Premièrement, le chef était il était dans son sous-sol. Il était une jambe dans le plat. Je m'en souviens. J'ai l'image exacte de François. Puis je suis allée porter mon CV. Puis il était comme non, j'ai pas besoin de personne. Fait que là, j'étais comme ok. Puis là, j'ai dit c'est mon professeur Olivier Guériac qui m'a envoyé. Puis t'étais ok. Il m'a fait faire un essai. Puis finalement, je suis restée. Fait que ça a été ça mon début là. J'ai été vraiment chanceuse. J'ai eu un beau contact. J'imagine que mon professeur avait vu quelque chose en moi puis que j'avais pas encore vu. Puis t'es comme tu fais très bien là. T'es resté combien de temps au Bouillon Bill? En tout et partout, à peu près 3 ans, mais je suis partie au travers tout ça. Là. J'étais allée travailler à l'hôtel Hermann. Ouais, très belle Dieu. maison aussi, là, qui est éphémère, là, qui n'a pas duré longtemps, belle malheureusement. Belle maison aussi, beaux humains. Ouais. C'était vraiment... c'était une belle expérience, ça. C'était vraiment le fun. J'ai eu des beaux amis là-bas. Puis je suis revenue. J'ai ouvert le cadet avec François et un autre de mes collègues. Puis après, je suis partie au Marconi, qui est sur Mozart avec Mehdi et Molly. Puis au travers de ça, puis après, j'allais faire mon stage au Danemark à Raleigh. Ok. Un stage dans quel cadre, en fait? Parce que tu as déjà travaillé pas mal de temps dans les restos. Ouais, non, en fait, quand j'étais à l'époque de l'hôtel Hermann, il y avait un de mes collègues, Grégoire, lui avait travaillé à Raleigh, puis il était comme, dit, je pense que tu fais très bien là-bas, comme ça vaudrait la peine que tu essaies. Puis j'avais acheté le livre, j'avais commencé à regarder, puis tout ça. Puis il dit, je vais te mettre en contact avec... Quand j'avais décidé d'être sérieuse par rapport à ce stage-là, je l'avais contacté, puis il dit, je vais appeler mon chef, puis tout ça, puis je vais te mettre en contact. Puis c'est comme ça que j'ai eu mon stage. Encore une fois, j'ai une chance, là, je suis tout le temps bien entourée de belles personnes. Puis après ça, c'était un stage de 2 mois, puis après 1 mois, ils m'ont proposé si ça me tentait de rester avec eux pour travailler. Puis t'es resté quelques années. Je suis revenue, puis je suis revenue régler pour sous-louer mon appartement, puis je suis repartie. Alors, c'était où? À Copenhague, c'est ça? À Copenhague, oui. OK. J'ai fait Raleigh 2 mois, puis... Parle-nous un petit peu du restaurant, parce qu'on ne connaît pas forcément le restaurant. Le restaurant, c'est un restaurant étoilé Michelin, mais il est principalement connu pour ses valeurs d'environnement durable, essayer de le moins de gaspillage possible. Aussi, un côté assez humain quand on était là-bas. Justement, tu sais, comme quand je vous parlais, il fallait qu'on s'assoie pour tout manger ensemble, puis on avait des repas de famille, si on veut. Et au niveau de la nourriture, est-ce que j'imagine que tu as découvert une autre façon de travailler? Oui, vraiment. Des nouvelles choses, parce que la cuisine danoise, ça va en poupe depuis quelques années. Là, c'est vraiment, ça rayonne au niveau mondial. Oui, puis mais c'est ça. Là, je suis allée au Relais, mais finalement, il y avait besoin de place au bar à vin juste en face. Okay. Fait que même philosophie, même rigueur et tout, mais un petit peu plus casual. Donc, je travaillais là-bas pendant 2 ans, puis j'ai été sous-chef. Puis là aussi, ça a été vraiment comme une autre façon de cuisiner. Eux autres, ils cuisinaient vraiment plus les légumes, puisqu'on était moins habitués ici à Montréal à l'époque. Tu sais, je pense qu'il y en a toujours eu, mais c'était tout le temps plus un accompagnement. Là-bas, c'était plus la protéine était un accompagnement. Fait que nécessairement, c'était pas. Fait que là, c'était une autre façon aussi de repenser, de manger. Puis, Ouais, je pense que l'héritage de Montréal était plutôt de la cuisine française. Et puis, mais petit à petit, ça change parce que le terroir et la philosophie, je pense, est
quand même assez proche de celle du Danemark, évidemment, avec le climat. Oui, vraiment. Mais tu sais, par rapport à ça, par rapport aux légumes ou des trucs comme ça, j'ai pas été déstabilisée. Là. Pour vrai, on a vraiment un climat vraiment similaire. Puis, tu sais, comme, on a tous les mêmes légumes. Puis avec la tradition de fermentation aussi, qui est très cuisine du nord de l'Europe. Oui. Il y a une histoire commune entre les deux pays, entre le Québec et le Danemark. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta vie là-bas? De ma vie là-bas? Oui, parce que c'est important de parler de restauration, mais je pense qu'il n'y a pas que la restauration qui a enclenché ce déclic. Le niveau de vie, ton confort de vie. C'est vraiment, vraiment chouette là-bas, pour être honnête. Puis je serais probablement pas revenue si c'était pas pour mes relations personnelles ici au Québec. Là. C'était vraiment... on avait vraiment... C'était beaucoup de travail, hein. Puis c'était des longues heures de travail. Par contre, on travaillait jamais comme plus que 3 jours à 4 jours. Hein. Fait que, tu sais, c'était des semaines de 3 jours, ensuite 4 jours de congé, ensuite 3 jours de congé. Fait que, tu sais, ça te permettait aussi d'avoir pas juste... La restauration, oui, ça fait partie de notre vie, mais ça faisait pas juste... C'était pas juste ça, la restauration. On se définissait pas juste par la restauration, puis... Est-ce que tu travaillais en coupure ou c'était des journées continues? Non, c'était des journées continues. Fait qu'on rentrait le 10h le matin, on faisait le service du lunch, puis après, on avait notre 30 minutes de pause à 4h, 4h30, puis après, on faisait notre service du soir, puis on recommençait puis on finissait à peut-être minuit, 1h du matin. OK, donc ça faisait des grosses journées, mais tu faisais 3 ou 4 grosses journées, suivies de 3 ou 4 journées off. Fait que, tu sais, je pense que, si je me souviens bien, on travaillait comme 17 jours dans le mois. Et c'était 2 équipes séparées qui travaillaient comme ça? Donc, tu étais toujours avec la même équipe ou c'était genre non, parce que notre restaurant, le Manfred, c'était ouvert 7 jours sur 7, fait qu'on avait comme 2 équipes, mais on se voyait quand même tout le temps. Là. OK. Puis Relay, eux autres, ils étaient ouverts 4 jours, si je me trompe pas. 4 jours, 5 jours. Puis eux autres, c'était pas mal toute la même équipe. Là. Est-ce que tu étais bien payé par rapport Vraiment. au niveau de vie? Oui, ça a été le gros choc aussi. Là. Quand j'ai eu mon premier chèque, j'étais comme... c'était vraiment... Puis c'est là aussi je me suis dit, comme, on n'est pas obligé de faire un salaire médiocre pour faire notre passion. Là. On peut avoir un beau niveau de vie, puis bien vivre, puis... Donc, non seulement tu avais des jours off, mais tu avais de l'argent pour... J'avais de l'argent, pour en profiter. J'avais un équilibre de vie aussi, tu sais, comme, si j'avais le temps si j'avais envie d'aller 3 jours à Berlin parce que j'avais 3 jours consécutifs de congé, ben je pouvais y aller, puis je pouvais aller voir d'autres choses, puis aller... Tu sais, c'est aussi, je pense que ça permet de s'inspirer, de voir d'autres choses. Parce que c'est ça qui est quand même une grosse différence entre l'Europe et le Canada, c'est que tout est très très proche. Oui. Et tout est facilement accessible en train. Ouais. Et le TGV, sûrement entre un train à grande vitesse peut-être, entre le Danemark et Berlin. Je l'ai jamais pris. Bon, en tout cas... Mais je pense qu'il y en a un, oui. Ouais. Puis je sais qu'il y en a un entre Copenhague puis Malmö. Ouais, ok, en Suède. Oui. Donc, non. T'en as profité pour voyager un petit peu? Oui. Alors, t'as fait quoi alors? Berlin? J'ai fait Berlin, Paris. Je suis allée... je suis allée faire un pop-up en Islande avec ma chef. On est allé là une semaine. Norvège un petit peu? Non, mais cette année, ça a été ma première fois en vacances. Mais j'étais allée en Suède, évidemment, parce que c'était à côté. Ouais. C'est comme une demi-heure de train, puis t'étais rendu. Mais non, j'en ai pas profité autant que j'aurais voulu, parce que quand j'étais ici au Canada, tous les week-ends, je vais être là-bas, mais... tu tombes dans ta routine aussi. Là, Bah oui, mais en plus, t'as besoin de jours te reposer, tu fais rien. Là. Ouais. Puis c'est tu dois socialiser aussi avec sociabiliser. Ouais. Puis l'autre gros truc, c'était tout le monde se promène à vélo. Ah! La best vie. Ça, c'était vraiment... j'ai adoré ça. T'as gardé cette habitude Absolument pas. À Montréal? Non, pas du tout. J'ai essayé, puis je me suis fait voler mon vélo après 2 jours, puis j'étais comme non, ça me tente plus. C'est fini. Alors, tu sais ce qu'on m'a dit, moi, quand je suis arrivé à Montréal, c'était il y a longtemps, j'ai acheté un vélo. Au bout de 3 semaines, je me suis fait voler, et une cuisinière avec qui je travaillais m'a dit... Émeric, maintenant tu peux te considérer comme un vrai Montréalais parce que tu t'es fait voler ton vélo. Ah non, mais c'est incroyable ici. Ils ont passé mon vélo par-dessus le poteau de stop. Hein. Ah ouais, quand même. Dans ma petite ruelle. T'es au Danemark, révolution, et puis tu rentres quand même parce que tu veux retrouver tes racines. Oui. Plein d'idées, le feu sacré retrouvé. Oui, mais je suis revenue ici, puis là, j'ai eu un autre choc. Là, comme la petite dépression de revenir au Québec, justement, de retrouver toutes ces habitudes-là, puis t'es comme,
wow, hein, ça n'a pas changé. Hein. Même en 2 ans, comme t'aurais pensé que ça aurait bougé et tout ça. Fait que non. Après, je suis allée retravailler avec mon ancien chef, justement, de l'hôtel Hermann, chef de cuisine, Benjamin, qui avait maintenant pris les rênes du Petit Mousseau, qui était chef là-bas. Fait que, il y a un soir, j'étais allée manger là-bas, puis j'étais comme, ça te tente, tu sais, t'as-tu de la place pour moi? Puis il est comme, hey, non, j'ai personne. Puis finalement, il m'a appelé 2 semaines après, il était comme, j'aurais peut-être un petit temps partiel. Puis finalement, le temps partiel est devenu un temps plein, puis là, je suis restée là-bas avec eux, jusqu'à la pandémie, en fait. OK. Fait que ça a été... Une autre découverte? Ben oui, différente, mais c'était surtout aussi les gens avec qui je travaillais là-bas, ça a été un coup de cœur. Hein. C'était vraiment des belles personnes. Hein. Il y avait 5 garçons avec moi, puis vraiment, là, les plus belles personnes du monde. Fait que ça a été... justement, quand la pandémie est arrivée, c'était plate, parce qu'on commençait à bâtir quelque chose tout ensemble. Finalement, la pandémie est arrivée, puis j'étais sans emploi. Puis, à un moment donné, justement, mon chef François, il m'a envoyé un texto, il était comme, il dit, je pense qu'on cherche un chef de cuisine au Foxy. Puis, j'étais comme, j'ai tellement pas les compétences pour faire ça. Là. Puis, tout ça, était comme, appelle, tu sais, t'as rien à perdre. Fait que, j'ai appelé, hein, j'ai rencontré Véronique Dalle, qui était sommelière là-bas et maître d'hôtel. On a eu une première discussion, j'ai eu une première rencontre avec elle et Diane et Eric. Puis, j'ai été super 100% honnête, là. J'étais comme, moi, je sais pas cuire une pièce de viande. Tu sais, eux autres, c'est un gros grill argentin avec four à bois et tout. C'est ça. Tout réapprendre à cuisiner. Puis, je sais pas, ça a été un coup de cœur. Ils ont été satisfaits avec mon honnêteté, I guess. Hein. Puis, ils m'ont engagée, puis je suis devenue chef en pandémie. Donc, c'était ton premier poste de chef. Premier poste de chef en pandémie. On fait la réouverture, donc juillet 2020. Hein. Alors, est-ce que tu avais un menu déjà établi ou non, même pas. Ils t'ont dit, non, en fait, c'est que je devais reprendre les recettes de la chef qui était en congé de maternité à l'époque. OK. Puis, fait que j'étais comme, OK, parfait. Puis ça a été vraiment, vraiment difficile là, de réintégrer une nouvelle équipe en pandémie avec un menu Tu connaissais pas? que je connaissais pas, des recettes que je connaissais pas. Une méthode de cuisson que tu connaissais? Non, même pas. J'ai jamais travaillé au feu de bois ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça a été vraiment tout un réapprentissage à réapprendre à cuisiner. Tu cuisines beaucoup à la braise, sur grill, hein, oui, c'est ça? c'est juste ça. On a 4 inductions là-bas. Là. Puis un rationnel, puis pour mettons, les pâtisseries ou des trucs comme ça. Mais la plupart se fait dans le four à bois et sur le grill. Là. T'as aimé ça? J'ai aimé ça. Ça a été ardu, mais j'ai vraiment aimé ça. Ça a été une autre très, très, très belle expérience. Là. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la responsabilité de chef? Oh mon Dieu, on n'est juste jamais prêt, là. Ça n'a pas rapport. Ouais. Mais en plus, nous, on avait d'autres défis. Donc, c'est ça, on a réouvert en juillet, après on a retombé en pandémie. Ah. Puis au début, les bons souvenirs. Ouais, eux autres, ils n'ont pas fait de take-out. Puis moi, j'étais comme, moi, je peux pas rester à la maison encore un autre 6 mois à pas faire rien. Fait que finalement, on a décidé d'ouvrir pour le take-out. Fait que tout, revoir un menu, mettre ça en place, être sûr que les clients, que le repas se rende bien à la table puis que ce soit aussi beau. Est-ce que quand tu as pris le poste de chef de cuisine là-bas, Foxy, tu as commencé à apporter un peu ton style ou à trouver ton style peut-être de cuisine là-bas? Oui, mais ça a pris du temps pour vrai. Ouais. Parce que j'étais supposée de rouler le menu pendant vraiment un moment avec toutes les recettes qu'il avait bâties, parce que ça faisait déjà 6-7 ans qu'il y a autres qui étaient ouverts. Fait qu'il y a une belle banque de recettes. Puis finalement, les recettes fonctionnaient pas. À chaque fois que je les faisais, ça fonctionnait pas. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Je sais pas. C'est comme si j'arrivais pas à réinterpréter ce que la chef d'avant voulait faire. Hein. Ah, ok. Donc, toi, quand tu les faisais, t'arrivais pas au résultat non. que... Puis, tu sais, mes patrons, Eric et Diane, ils mangeaient souvent au restaurant, puis ils étaient comme, 4, ça goûte pas pareil, la texture est pas pareille, puis tout ça, puis j'étais comme, pourtant, je suis la recette à la lettre. J'avais l'équipe qui avait déjà travaillé avec l'ancienne chef, puis ils disaient, ouais, mais on a fait la même chose, puis ça fonctionnait juste pas, puis j'étais comme, tu sais, est-ce que vous me laisseriez essayer mes recettes à moi, tu sais, de faire mes créations, puis ils ont fait, OK. Puis à partir de ce moment-là, oui, au fur et à mesure... Tu te rappelles du premier plat vraiment à toi que t'as mis? Ça a été un dessert. Hein. Ah ouais? Ah, pâtisserie. Tu vois, on retourne à la pâtisserie. C'est quand même drôle. Ouais. Mais oui, c'est notre chou pâtisserie avec... c'était tout simple. Là. C'était bleuette charque, cuit au four à bois avec une ganache montée, yaourt et chocolat blanc, puis bleuet frais.
zeste de citron. Ça a été Tout ça. simple. Tout simple. Hein. Mais ça a été ça. Puis les gens avaient aimé ça. Mais c'est sûr, c'est des bleuets puis du chocolat. Et alors, ça t'a encouragé à pousser un peu ton style, à oui, trouver ta voix. Absolument. Est-ce que... Mais mon style a vraiment évolué en 4 ans. Là. Ça a été Ouais, vraiment, alors tu peux nous parler de ça? Oui, ben, je pense qu'au début, j'essayais de trop en faire. Hein. Puis, puis tu sais, comme beaucoup d'éléments, puis il y avait comme pas de cohésion, il y avait pas de rien qui faisait du sens. Remettre un peu des éléments que tu cherchais dans chaque restaurant. Mais je pense que oui, tu sais, je pense qu'évidemment, tu sais, quand on crée puis on sort d'une place, on a toujours les influences des places où... Fait que, tu sais, j'essayais de recréer ça marchait pas. Puis aussi dans un environnement aussi qui était pas le même, clientèle qui était pas la même. Puis au fur et à mesure, avec justement ma collègue Véronique, tout ça, elle m'a aidé à justement faire de faire un travail un peu plus précis. Mm-hmm. Puis je pense qu'au fil du temps, je pense que j'avais trouvé ma ligne conductrice par rapport à ça. Puis maintenant, moins d'éléments mais plus précis. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de tes plats préférés? Mes plats préférés. Ou le plat que tu préférais faire à la fin, celui dont tu étais le plus fier? Mais je pense pas qu'il y en a un plus qu'un autre, parce que plus on le fait, plus on est tanné de le voir. Ouais, ça, je comprends. Mais je sais qu'il y avait une recette, un plat en soi que les gens aimaient vraiment beaucoup. Là. On l'appelait la Monster Lettuce. Mm-hmm. C'était les super laitues des jardins Caria. Ah oui. Puis, tu sais, très, très simple. Ramsey, si tu nous entends. Oui. Eric. Mais non, un amour. Oui, ces laitues sont quand même assez incroyables. Donc, on avait décidé de travailler la laitue Cherokee. Puis, on avait fait une émulsion de moule avec riz soufflé sauvage, salicorne, puis plein d'herbes. Il y avait de la coriandre, du papalo, il y avait de la livèche. Puis c'était juste ça le dish. Mais ça a été vraiment très apprécié. Puis à chaque fois que mon staff, on le faisait, ah oui, puis on mettait les petites les fleurs de chez Pousse-toi. Ah oui. Donc, qui est un collègue, puis un voisin aussi, là, qui habite dans Hochelaga aussi. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Sur Adam, je crois. En tout cas. Ok, puisque là, on est au bar caché de l'hélicoptère, qui est le copilote qui vient d'ouvrir et qui nous reçoit gentiment pour cet entretien. Puisque ton resto est pas prêt. On devait le faire dans ton resto, et puis hier, à 1h du matin, je reçois un petit message. Ah, les planchers sont pas secs, faut qu'on trouve un autre coin ailleurs. Alors David, gentiment, nous a autorisé à squatter son bar caché. Donc, ça, c'était notre Monster Lettuce. Hein. C'était une grosse laitue, toute simple. Mais encore là, c'était peu d'éléments, mais bien travaillé. Puis, et tu as gardé ce style-là un petit peu? Oui, mais j'essaie vraiment de trouver les meilleurs produits possibles avec les meilleures fermes, tout ça, puis d'avoir le moins d'intervention possible pour vraiment mettre en valeur le produit. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui me... Ça vient du Danemark? Oui, ou tu sais, moi aussi, j'ai vieilli aussi. Ouais. J'ai moins besoin de prouver qu'on a besoin d'avoir 15 éléments dans une assiette. Quoique, si les gens font ça, c'est parfait aussi. C'est juste moi, ça me rejoint moins. C'est moins mon style. Là. Et quel est ton style de présentation à l'assiette? Assez minimaliste aussi, je pense. Minimaliste, est-ce que c'est très travaillé? Est-ce que c'est plutôt brut? Est-ce que c'est... Hey, bonne question. C'est vraiment, je sais pas. Ok, on ira moi, je pense que... On ira voir Instagram. Moi, je pense que voir, il y a sur... Ah oui, le Foxy, je n'ai pas été voir hier. Ouais. Faudrait que j'aille voir. Je vais aller... Mais oui... C'était pour voir s'il y avait tes études de joaillerie qui mais je pense que c'est sûr que ça a une influence. C'est sûr que ça a une influence. Puis, je pense qu'inévitablement, on nous apprend aussi à une certaine précision de comment... harmoniser les formes, les couleurs. Oui. Je pense que oui. Il doit y avoir aussi une minutie. Je pense que là-dessus aussi, je suis quand même assez... c'est sûr. Et donc là, tu fais ton cheminement au Foxy, et puis ton envie d'avoir ton restaurant à toi. Mais en fait, quand Diane, on a eu notre première rencontre, moi, j'ai toujours dit que le but ultime, c'est que j'allais avoir mon restaurant d'ici 5 à 6 ans. Okay. Mais tu sais, moi, je m'étais dit 35 ans, si j'ai mon restaurant, ça va être parfait. Donc, t'avais quel âge au moment-là? 29 ans. Okay. Quand j'ai pris mon premier poste de chef, j'avais 29 ans. Tout ça, fait que je m'étais dit 35 ans, ça ferait du sens, j'aurais un beau parcours. Chef à 30 ans, 35 ans, premier restaurant, tout ça. Fait que ça reste comme ça. Fait que ça a tout le temps été super honnête, la discussion. Ils savaient qu'éventuellement, j'allais avoir mon propre restaurant. Puis
3 ans plus tard, on a eu un appel d'un agent immobilier commercial qui a contacté mon copain. Puis tout ça, il dit hey, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai un local dans le village que tu as déjà visité. C'est comme. Il est à vendre. Donc, il y a quelqu'un qui t'a contacté pour te dire OK, on a un local à Tokyo. Oui, mais il a contacté mon copain. Ah ouais. Mais oui, fait que c'est ça. On Ricochet, est au quoi. chalet, tout ça. Et il nous contacte. Comment, OK, mais on revient mercredi. On peut. Regardez, par curiosité. Ouais. Puis pour être honnête, Par curiosité. mon copain a toujours 1 million de projets. Fait qu'il était comme, ça va être ça pour. Puis finalement, on a vu l'espace. Puis c'était un petit 30 places assises. Mon rêve. Fait qu'on a vu le local, tout ça. J'étais comme, wow. C'est quand même. OK. C'était quelque chose, puis c'était beaucoup d'émotions. C'était comme, hey, je suis clairement pas prête. Tu sais, j'ai quand même. Moi, j'avais pour but de faire mes 5 ans chez Foxy, tout ça. J'étais comme, c'est super important pour moi. Fait que je prends le temps d'y réfléchir, puis finalement, on a fait une offre, puis elle a été acceptée. Vous n'avez pas le temps d'y réfléchir. Non. Mais oui, puis non, parce que ça a été quand même long. Là. On aurait pu se retirer à plusieurs reprises, mais ça faisait du sens aussi à long terme. Puis tu étais en amour avec le local. Oui. Puis c'était un quartier dans lequel j'avais déjà vécu. Ouais. C'est un local dans lequel moi puis mes colocs, on allait bruncher. Fait que, on dirait que tout faisait du sens, si on retournait là-bas, puis fait qu'on était comme OK. Puis... Est-ce que la situation, parce que le village connaît une situation un petit peu Parce que le restaurant, le local est dans le village, il faut préciser quand même. Sur Atatecan. Sur Atatecan, à côté du métro Baudry. On sait que c'est un quartier qui est difficile en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes d'itinérance et tout ça. Est-ce que ça t'a inquiété ou pas trop? Tu disais, c'est c'est mon quartier, je le connais, je l'aime, j'y vais. Ben, un peu, oui. Puis pour être honnête, dans n'importe quel quartier, il y a toujours quelque chose. Là. J'habite dans Hochelaga, Maisonneuve. Ouais. C'est pas le quartier, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se sont prouvés dans Hochelaga que ça fonctionnerait. C'est ça aussi, on est dans un des locales oui. qui le prouve. Hein, oui, absolument. Resto haut de gamme à Hochelaga. Ouais. Quand il l'a ouvert, David, c'était il y a 7-8 ans. Je pense que c'était assez novateur. Et puis il l'a prouvé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit comme... T'es sûr? Mais non, je pense que ça fait du sens aussi dans le quartier. Puis, de plus en plus, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'installent dans le quartier. Puis, un des premiers, ça a été Antonin avec le Mousseau puis le Petit Mousseau. Là, maintenant, il y a la gang du Midway, si je me trompe pas, qui ont ouvert le Moqueur. Il y a toujours le Red Tiger. Il y a le Hautain aussi, qui est super chouette. Je pense que... Le Blossom aussi? Le Blossom aussi. Qui est vraiment à côté de d'où tu vas. Ouais, donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans le village et tout, là. Fait que non, pour être honnête, est-ce que, oui, des fois, ça m'inquiète? Oui, absolument. Je veux pas être... Ça fait partie de la... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme... C'est pourquoi aussi j'ai pris la décision de cette année de ne pas avoir de terrasse, parce que je veux juste comme comprendre qu'est-ce qui se passe dans le quartier, comment ça se vit et tout. Après, on verra, mais... Donc les choses intéressantes. Oui. Non, parce que je suis passé, je vous ai laissé parler pendant un moment. Ça t'excite les travaux, je le sais, je te connais trop, Pascal. Mais en fait, avant de parler des travaux, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Oui. J'avais une question, en fait, depuis tout à l'heure. Au Foxy, quand tu y étais, est-ce que tu as essayé d'apporter cette vision par rapport aux chips? Est-ce que ça fait partie des discussions à un moment aux heures de travail? Ça fait partie des discussions avec, mettons, mes patrons, avec Véronique aussi, mais je pense qu'on n'était pas prêts. C'est compliqué. C'est dur de changer une fois que tu t'es installé et que tu as tourné pendant des années avec un même modèle. C'est correct aussi. Et puis, légalement, tu peux pas l'imposer non plus, le partage des pourboires. C'est vraiment, ça revient aux employés, aux serveurs, oui. Mais sinon, les heures étaient sans coupure, c'était... Non, c'est ça. Moi, j'ai essayé de faire le plus juste possible, au meilleur de mes capacités, que que les employés de cuisine fassent pas plus que 45 heures. Mais là-dessus aussi, on avait toujours notre demi-heure de repas qui était imposée. Évidemment, je criais pas après eux, mais j'allais les voir manger. Est-ce que c'était des repas en commun? Oui.
Oui, Ah, on c'est te un dit. staff Ça, 1000, et puis, tu l'as instauré? Oui, ça, non, c'est super important pour moi. Puis on l'avait déjà instauré pendant la pandémie. On faisait tout un repas. Puis quand on a réouvert la salle à manger, j'étais comme, ça va-tu à qu'on continue? Puis fait qu'on a toujours fait les staff meals entre 4h, 4h30. Puis on s'assoit tout ensemble. Puis on mange. Ça a tout été super le fun. Le staff meal était payant ou il était offert? Offert. Donc c'était toi qui faisais un plat ou quelqu'un dans l'équipe qui faisait un plat? Ouais. Avec les restes, sûrement, un truc... Ouais, les restes, puis... mais tu sais, vous- c'est pas moi, c'est vraiment... C'est Eric et Diane, là, Ah oui, carrément, oui. qui payaient, Bah oui, mais c'est leur la générosité, structure. puis Ah tu sais, ouais. quand je leur en ai parlé, ils étaient quand même enclins et tout, donc ils se sont pas C'est rare, interposés, donc il là. faut le souligner quand même. Ouais, fait que... Ouais. Pour moi, c'était important, puis ils voyaient que c'était important pour moi, fait qu'ils étaient comme, vas-y, va de l'avant, puis non, mais non, je pense que ça fait une grosse différence dans la dynamique, puis j'ai trouvé qu'on avait une belle dynamique entre la salle et la cuisine, là. Donc, quand tu as décidé de prendre le local, ça a été quoi la réaction de l'équipe et de tes J'ai propriétaires? attendu. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'est avec Véronique. Je me souviens, on s'est assis sur la terrasse, puis j'étais comme, faut que je te dise quelque chose. Puis je pleurais. J'arrêtais juste plus de pleurer. J'étais comme, je m'en vais. Tu sais, ça a été vraiment comme, ouais, ça a été une dure séparation parce que dans le fond, j'étais encore bien. J'avais encore ma place là-bas, mais j'avais envie d'explorer un nouveau chemin, tout ça. Fait que ça a été vraiment, ouais, ça a été dur. Puis après, je l'ai dit à Eric puis Dai. On est allés manger ensemble, puis là, je leur ai annoncé. Puis le dernier, ça a été à mon équipe. Et que ça a été... Ça devait être dur, ça. Hein? Ouais. T'as encore les larmes aux yeux. Ça devait Ouais. être sacrément dur parce que Ouais. tu t'es fixé un objectif et puis les aléas de la vie font que Ouais. les opportunités font que tu dois prendre une décision qui est la meilleure pour toi, quoi. Mm-hmm. Je suis sortie de là, j'étais allée dans mon auto, puis tout le long, en revenant ici, je pleurais, j'étais comme... Oh. Fait que non... Alors, une fois que tu as signé l'offre pour le restaurant, c'est quoi la première chose que tu as faite après? Est-ce que c'est le menu? Est-ce que c'est... Oh mon Dieu. Ah Non. oui. Est-ce que c'est quoi? Non. C'est le design? Non, même pas. En fait, oui, on a rencontré les designers avec le contracteur. Mhm. Donc, tu avais déjà un contracteur, tu avais déjà un designer. Avant, alors. Il faut remonter avant. Non, s'il te plaît. mais... Non. Quand tu as signé, Quand on a signé... ouais, c'était quoi l'idée principale? euh, Tu savais que c'était pour toi? Oui, finalement, on savait que c'était pour moi. T'es toute seule? J'étais toute seule. Ok. Tu as décidé d'y aller toute seule. Ouais, j'ai fait ça tout croche. J'y repense, là, j'ai fait ça. On a fait le local. On a rencontré Jean-François puis Justine. Qui sont les entrepreneurs généraux? Jean-François, c'est l'entrepreneur. Justine, c'est la designer avec Marc-Antoine qui est architecte. Fait qu'on a eu une première rencontre avec eux. On l'a juste pitché l'idée, tout ça. On aimerait ça ouvrir à telle date. Puis ça a été ça. Puis par la suite, là, on a essayé de chercher le financement, qui est quand même Un bon budget. Oui. Puis c'est quand même toujours Est-ce ardu. que tu es à l'aise de parler du budget du financement ou pas? On peut en parler un peu. Parce que je pense que c'est important de partager, mais si tu n'es pas à l'aise... Mais je dirais peut-être pas nécessairement tous les chiffres, mais... C'est un budget de 200 000? 300 000? J'avais calculé 250 000, tout inclus. OK. Amélioration locative, équipement, parce qu'il faut comprendre aussi que dans le local, il n'y a absolument rien. OK. Il n'y avait pas de hotte, non? Ouais, il y a une ça, hotte. Il y a une hotte. Il y avait une trappe à graisse. OK. Puis... il y avait un système de ventilation défectueux. OK. Mais il y avait les conduits qui allaient avec. Ouais, mais qu'on a dû tout refaire, d'accord. finalement. Donc, Puis on avait de l'électricité. Tu as calculé 200, qui n'était sûrement pas aux normes, donc il a fallu refaire tous les Ah non, panneaux tout était... électriques. étrangement, là, c'était quand même bien. On n'a pas eu... Donc, tu n'as pas eu trop de désagréments par rapport à ça. Non. Donc, tu avais prévu 250 000. Ouais. Comment t'avais calculé ça? J'avais fait un tableau Excel, puis on est allé faire des estimations, puis on avait regardé un peu. Ton entrepreneur t'a dit, il a l'habitude, il t'a dit, écoute. Non, en fait, le premier budget qu'on a fait, c'était sans lui, puis OK. peut-être que ça aurait été une bonne chose de s'asseoir avec lui. Écoute, Puis ouais, il y a tout le temps aussi, les designers, tu sais, comme. Ah oui. Il y a un budget? Il y a un budget pour ça, puis moi, j'avais pas calculé ça. Le fonds de roulement, t'avais calculé? Le fonds de roulement, je l'avais calculé. C'est important, ça.
J'avais calculé une contingence d'estimation. Qui est quoi exactement, une contingence d'estimation? Dans le fond, c'est les imprévus. OK. Fait qu'on avait calculé habituellement, il propose sur un 15%, j'avais calculé 5%. Ah ouais? Donc, tu aurais dû faire 15%? Oui, c'est ça. Puis, évidemment, c'est ça. Puis, finalement... Là, on a refait le local, on a eu des imprévus. Non, et ce qui est tout à fait normal, oui, il faut l'expliquer aux personnes qui absolument, nous écoutent. vraiment. Puis, tu sais, comme j'avais des demandes aussi, tu sais, il y avait juste une salle de bain, moi j'en voulais 2. Même si on a juste un 30 places assises, moi c'était quand même important pour moi. J'aime pas faire la file quand je vais à la salle de bain, quand je suis au restaurant puis faire la file. Fait que ça, c'était important. La ventilation, qu'il fallait que ce soit mieux. Les planchers, il fallait pas refaire, mais qu'il fallait... remettre à neuf. Remettre à neuf. En salle à manger, on était quand même vraiment chanceux. Il y avait déjà le bois franc. On a juste fait sablé vernis, puis ça a été ce qui coûte quand même super cher. Oui, mais moins cher que ce qu'on pensait. OK, mais c'est dans la cuisine, c'était sur du... Je sais pas trop, il y avait mis des genres de tuiles. Fait qu'on a tout arraché les tuiles. On a vu qu'en dessous, il y avait du béton. Fait que là, refait le béton. Poli le béton. Et ça, c'est aussi... Puis aussi de l'électricité. Moi, je voulais... vu qu'on n'a pas de gaz ou quoi que ce soit, fait que tout doit passer par l'électricité. Donc, du 3 phases, une phase, refaire le filage. Alors ça, c'est important parce que c'est super important, l'électricité, ça définit ton style de cuisine aussi. Parce que tu dis, tu n'as pas de gaz. Non. Est-ce que tu as fait de l'induction? Oui, moi, mais tu avais l'habitude avec le Foxy, d'après ce que tu me dis. Oui, Foxy, c'était sur induction et feu. OK, est-ce que tu as fait du feu à bois ou à charbon ou non? Non, j'ai pas. Donc, tu as fait que de l'induction? Oui, puis en Europe, c'est juste en induction aussi. Ouais. Fait que pour moi, ça m'inquiétait pas. Là. Il y en a beaucoup à qui j'en parlais, ils étaient comme... Non, les THQ, toutes leurs cuisines sont en induction aussi. Tu sais, des fois, je viens aider des amis, puis sont au gaz, puis j'ai quasiment peur des fois. Là. J'ai plus l'habitude. Fait que l'induction, moi, c'est pas ça qui me choque. Là, OK. Pas du tout. OK. Fait que tout faire passer ça. Alors... Combien de feux? Attends. Juste pour parler, non, mais il faut que... Parce qu'on a parlé d'un truc là, tu passes en 3 phases, et il faut expliquer que ça, normalement, ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas simple. Non, mais c'est un autre... Ça, c'est pas simple. Mais je suis tellement pas la bonne personne pour expliquer ça. Non, mais c'est super compliqué parce que il faut que tu aies un entrepreneur en électricité qui vienne, qui te fasse une explication, qui la dépose à Hydro-Québec. Ah, mais ça, nous, on l'avait déjà. T'avais déjà, OK. Ça, on était vraiment chanceux. T'avais déjà 3 phases. On avait déjà 3 phases. Alors, le 3 phases, pour ceux qui sont pas trop au courant, ça permet de brancher des équipements très puissants, comme le rationnel. Le rationnel, si t'as la chance d'avoir un rationnel. J'ai eu un rationnel. Ouh, nice. ça J'en fait ai plaisir. trouvé un usagé. Même usagé, ça coûte un bras. Mais et puis ça marche s'il a été bien entretenu, bien utilisé. C'est dans un petit local de culinaire, d'école culinaire, qui vendait justement leur Super. Ça, bon pour toi, four rationnel, ça change ta vie. C'est un luxe qui est apprécié. Qui a un prix, mais qui est justifié. Et donc après, le triphasé permet aussi d'amener des machines à laver, des machines d'induction, des machines plus puissantes et plus performantes. Qui consomment moins d'électricité à la fin de la... Mais il faut équilibrer les phases, il faut faire un gros travail de calcul d'ampérage. Tu vois que tu es la bonne personne pour en parler. Mais non, mais maintenant, à un moment donné, on m'avait dit il faut que tu fasses ça, puis j'avais calculé toutes les volts. Ah, OK. Puis là, j'étais comme puis là, il était comme non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. J'étais comme bon, OK, je vais recommencer. Ah oui, non, mais c'est comme ça qu'on a mais c'est ça qui est bien. C'est un gros travail d'apprentissage aussi là. C'est ça, hein. Oui, parce que passer sous-chef à chef, c'est une étape. Et passer chef à propriétaire, c'est une autre étape. Oui, non, ça c'est... T'as pas le choix de mettre le nez dans les travaux pour comprendre ce que les entrepreneurs font, calculer l'électricité, faire de la gestion, là, parce que... Oui, puis de savoir où est-ce que tes équipements vont, tu sais, comme... Tu rentres des fois dans une cuisine, tu fais comme, ça fait du sens, tout est là, mais il y a une personne qui a pensé à tout mettre ces équipements-là, fait que d'essayer de faire des dessins... Tout à fait. De voir où est-ce que les équipements vont, où est-ce que ça se place. C'est ça, combien de stations tu vas avoir, combien de staff tu vas avoir, comment ils vont rouler l'un par rapport à l'autre, ça c'est ultra important. Il faut prendre aussi en compte du physique de la place, là, comme aussi tu as des contraintes d'espace. Là. Moi j'ai un très 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 petit local. Ce qui est super bien. En termes de cuisine ou de salle ou les deux? Toutes. Les deux. Mais la cuisine est très petite. Ma plonge est à l'intérieur de ma cuisine. Là-dedans j'ai un walk-in pour les poubelles.
Ouais. Puis j'ai pas de vrai walk-in. Fait que j'ai un standing 2 portes. Pour T'as un walk-in pour les poubelles? Ouais, c'est obligatoire dans la ville. Mais il fait plus de 1500 pieds carrés ton local? Il fait 1100 pieds carrés. Ah ouais, avant c'était 1500 pieds carrés pour l'obligation d'avoir un... Ouais, mais je pense que c'est une réglementation de l'arrondissement. Ça, c'est vraiment un truc qui fait mal, ça. Mais ça fait partie de la vie, mais il est tout petit. OK. Mais reste que la plonge est à l'intérieur de ça. J'ai mon rationnel qui est là-dedans, j'ai mes inductions, j'ai mes tables de travail. C'est quand même... C'est super, c'est un super exercice. C'est un complexe de travailler dans du petit, mais tu vas beaucoup gagner en efficacité une fois que ça va rouler. À quel point ça a affecté ton idée de la cuisine que tu voulais offrir? Est-ce que ça l'a affecté déjà? Genre, tu t'es dit, je sais pas, peut-être tu t'es dit, je vais mettre 4 cuisiniers en ligne, et puis tu t'es rendu compte que finalement ça allait être 2 sans plongeur. À quel point ça a affecté ça? Non, mais en fait, je savais déjà que je voulais une petite cuisine avec une petite équipe à la base. Fait qu'on dirait que le local allait parfaitement avec l'idée que j'avais. Non, fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'avais déjà l'intention d'avoir 5 à 6 employés. Fait que quand on a construit l'espace, on a pensé à ça en considération. Là. C'était pas l'inverse. Là. J'ai jamais voulu avoir une grosse équipe de cuisine ou de salle à manger. Donc, tu avais déjà déterminé ce que tu allais faire? Oui. Ou alors, ça est venu une fois que tu as eu ta cuisine et que tu as su ton espace et tu as dit, OK, je vais faire ça. Ce que je voulais faire en termes de cuisine proposée. C'est venu à quel niveau? Oui. C'est venu quand, ça? Au fil des discussions, ça a été vraiment comme ça a vraiment évolué. Au début, je voulais faire juste de la carte. Puis là, après, je me dis, je vais faire du dégustation plus abordable. Mais, puis là, à un moment donné, je voulais faire les deux. Puis là, après des discussions avec d'autres amis restaurateurs, eux autres étaient comme, avec l'espace que tu as, je te suggère de juste faire du dégustation. Puis moi, j'étais comme, imposer un menu tout le temps, puis de toujours faire les mêmes affaires, ça me tente pas. Fait que là, j'ai fait une espèce d'hybride entre les deux, là. Fait que ça va être un menu fixe, mais avec choix à l'intérieur. Fait que dans chaque service, tu vas pouvoir... Fait que ça aussi, ça c'est vraiment au fil des discussions qui a fait comme, OK, c'est ça que ça va être. Puis encore là, je pense que c'est une cuisine qui va évoluer, là. Fait que je pense qu'on va essayer avec ça, mais c'est vraiment la clientèle qui va nous dire qu'est-ce qu'il veut manger ou comment il veut manger. Est-ce que si en une phrase tu devais définir la cuisine que tu vas servir, ça serait quoi? Ma cuisine. J'aime beaucoup le mot honnête, dans le sens où... Genuine en anglais. Oui, mais dans le sens où... je sais pas pourquoi, mais parce que genuine, pour moi, il a un terme que j'arrive pas à traduire en français. Non, mais c'est vrai, mais dans le sens où... C'est naïf, honnête, loyal. Puis, tu sais, je veux pas me définir dans un style parce que je pense que notre style évolue autant que nous, on évolue en tant que cuisinier. Évidemment, c'est sûr que j'ai certaines valeurs comme, tu sais, si je peux avoir le meilleur produit qui est fait au Québec, je vais le choisir au Québec. T'sais, ça va toujours être le 100% local. Mais non, je veux pas me limiter au 100% local, mais si je peux faire ces choix-là, je vais les faire. Hein. Mais j'adore les citrons, fait que je vais continuer d'utiliser des citrons. Hein. Puis... C'est drôle, c'est toujours l'exemple du citron qu'on cite, parce que le 100% local. Ben oui, mais c'est non, normal. Mais c'était rendu un running gag à la fin, là, quand je faisais un plat, puis là, j'étais comme, il manque quelque chose, puis tout le monde était comme, un petit test de citron. J'étais comme, Mais non, fait que, honnête, fait que, tu sais, la transparence aussi, tu sais, comme, je veux que le client puisse voir pourquoi il paye ça. Oui, le produit est exceptionnel. On le fait avec honnêteté, on le fait avec le meilleur respect, dans les meilleures conditions possibles. Puis, tu sais, il y a du travail aussi dans l'assiette. Fait que, tu sais, c'est vraiment de... Tu sais, pas que le client se dise, pourquoi je paye aussi cher? Puis de toujours avoir à justifier. Non, tu sais, comme... Juste que ce soit franc, ce soit honnête, que ce soit dans l'assiette. L'ordre de prix du menu ou du plat, ça va être quoi? Est-ce que tu sais déjà? Je sais pas, mais... Moi, je me dis, il faut que ce soit accessible. Moi, je veux que mes parents puissent venir manger au moins une fois par mois dans mon restaurant, ou même plus. T'sais. J'aime aussi justement, au Foxy, on avait cette proximité-là où il y avait des clients qui revenaient beaucoup, puis qu'on avait nos clients réguliers. Puis j'aimais vraiment J'aimais ça, les voir venir, puis on se parle. T'sais, à la fin, c'était quasiment des... c'est devenu certains sont devenus des amis. Fait que... C'est un challenge, hein,
de cuisiner, tu veux mettre des beaux produits, tu veux mettre du travail là-dedans, et puis après tu calcules ton coût, et puis tu vois que ton assiette, tu dois la vendre 45-50 $. Tu dis, bah c'est pas pour tout le monde. Et ça, bah, ça fait réfléchir, non? Ça fait réfléchir au type de gens que tu veux avoir dans ton... Vraiment. Tu veux attirer chez toi. Je pense aussi que la formule que j'essaie d'approcher, qui est comme une formule menu fixe, mais que tu peux faire les choix à l'intérieur. Je peux faire des mixes à l'intérieur. Fait que je pense que ça peut balancer mon menu au final. Fait que peut-être qu'un plat que j'aurais vendu à la carte, mettons, 36 $, mais là, je peux le vendre, I don't know, 75 $, mais t'as 6 plats total. Et je pense qu'on peut jouer de cette façon-là, d'avoir des produits un peu plus luxueux, mais balancés avec d'autres choses qui sont moins noble. Mais je pense vraiment que le fait d'avoir ce menu-là, on peut faire des mix sales, on peut proposer des produits un peu plus luxueux, puis avoir des produits, mettons, des légumes racines ou des trucs comme ça qui coûtent un peu moins cher, puis balancer le menu de cette façon-là. Est-ce qu'il y a un plat, tu sais déjà qui va être là? Non. Non, tu n'as aucune idée? C'est drôle. Non, vraiment. Alors, puis hier, je m'étais dit, je vais commencer à penser au menu, puis non, il y a rien que... Ok, pour le moment, il y a une idée vague. Ouais. Alors, tu as signé quand à peu près le bail? Au mois de novembre, je crois qu'on a pris possession. Ok. Octobre ou novembre. Et vous avez commencé les travaux? Janvier, mais nous, on a commencé la démolition. Non, on a commencé la démolition au mois de janvier. Ok. Vous l'avez fait vous-même? Bah oui, mais ça, on le dira pas. La meilleure partie! Oui. Ça fait... Moi, j'ai détruire un resto, c'est trippant, il faut le dire. Non, ça soulage. on a démoli le restaurant, ça a été quand même rapidement. J'ai eu des amis qui sont venus aussi nous aider à démolir. Ah oui. Bah oui. Donc, mais non, ça a été le fun. Ça a été une autre, c'est très libérateur Bah comme oui, expérience. bien sûr, une belle massue, et puis on casse Mais tout. même, le geste est symbolique. Hein. Ouais, Symboliquement, carrément. tu détruis un resto parce que tu veux faire Ouais. Ton image. ton image. Ouais, non. Mais c'était le fun aussi, Tu mais te l'appropries. quand on démolissait, on retrouvait des écritures du Farine et d'eau fraîche parce que c'est l'ancien local Ok. de Farine et d'eau fraîche. Ok. Fait que quand eux avaient construit le restaurant, avaient marqué des notes justement, puis c'était cool. On avait gardé, on a pris quelques photos justement de ça. Alors, c'est quand l'ouverture? Planifié, Prévu. 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 À la base, J'aimerais c'était quand? ça fin mai, début juin. On mai, est, début juin. on Dans est 8 début semaines. On est avril. début avril. Dans Ouais, 8 semaines, c'est dans rapide quand même. Qu'est-ce qui reste à Dans- faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Les planchers étaient faits, les donc, planchers, ils sont en train de planchers sont sécher. faits, Ça, c'est sont pas Le dans mal. plancher est sécher. fait, c'est que beaucoup de choses a été fait avant. Là, je sais que les ébénistes sont en train de finir les tables. Ils sont en train de faire la construction du bar. Puis en cuisine, il reste à acheter les équipements. J'attends mes soumissions pour la plonge, puis à poser. Ok. Et tu fais affaire avec Monas ou avec Zanet? Non, on a contacté Doyon des Prix, c'est eux autres qui Doyon nous ont des aidés Prés, avec... ok. Ah ouais, avec les plans de cuisine, parce que c'est Pierre, c'est ça? Non, Daniel. Hein. Ok. Mais c'est pas lui qui a fait tous les plans parce qu'on n'avait pas les sous pour payer quelqu'un. Fait qu'il j'ai fait un plan, puis on en a discuté, puis il nous a guidé un peu de comment Ok. mieux organiser. Puis, évidemment, encore le contracteur, il nous a vraiment beaucoup aidé aussi. Là. Il était comme, tu sais, si on fait ça de telle façon, ça nous aide aussi à sauver dans des coûts. Parce que le contracteur, c'est un ancien restaurateur. Oui. Hein. Donc forcément, il a l'habitude de construire des restaurants. Ouais. Donc forcément, il a une expertise. Ah oui, puis il y a l'œil aussi. Là. Donc, ouais. vraiment, il est vraiment... Je le recommande à tout le monde. Qui est alors? Jean-François, parler, des hein, deux. nous, Ouais. Jean-François des deux marteaux, On Jean-François fait pas de Cormier. pub, donc on en parle. Non. Mais non, on a vraiment une belle relation. Là. Il y a comme... Puis même comme la designer, on dirait qu'ils ont vraiment bien compris l'essence de qu'est-ce qu'on voulait faire dans ce local-là. Tu as choisi la designer et le contracteur comment? Je pense que ça allait juste de soi. On n'a pas cherché. Ça a été, dans le fond, Jean-François a déjà travaillé dans le passé avec mon ancien employeur et mon conjoint. Puis la designer, il nous a juste présenté la designer. Ouais, avec lui, Avec bien, lui, il comme travaillait, ça, tout ça. Elle aussi, les deux, en fait, parce que c'est une designer et un architecte qui se sont partis nouvellement en affaires. en affaires. Ça, c'est important que le designer et Sache se parler. s'entendent bien. Hein, Oui. Pascal? Ah, oh là là. Mais pour Et vrai, avec là, les eux autres, contracteurs la aussi. synergie est incroyable. Hein. Ah, c'est dur. Fait qu'ils sont vraiment...
Ils sont vraiment bons. Mais c'est ça. Il y a quelque chose avec ce contracteur-là, Jean-François. Je trouve qu'il y a un côté tellement humain, que je trouve tellement accessible. Le fait qu'on soit capable de parler de n'importe quel sujet, puis qu'il soit ouvert justement à d'autres idées. Puis, fait que non, ça a été vraiment facile. Là. C'était vraiment agréable. Là. Puis ils sont tout le temps vraiment faciles d'accès. Puis, Donc là, t'as un, comment t'appelles ça, un planning qui te dit, OK, cette semaine, on va faire ça. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Donc les travaux sont finis quand à peu près? Parce qu'il va falloir que tu adoptes ensuite ta place. Ouais, mais on pense mi-mai OK. les travaux devraient être OK. terminés. Encore 1 mois et demi. Ouais. Un mois et demi. T'as déjà commencé à sonder le staff Oui, Alors. déjà. Tu l'as déjà, tout ton staff? Pas tout au complet. T'as ton sous-chef? Non, même pas. OK. J'ai essayé, mais s'il m'entend, ça serait vraiment le fun. Tu peux pas... non. Non, Mais non, si on tu peut nous- pas donner de mais nom, si mais tu il va nous se reconnaître entends. assez rapidement. Ok. Sinon, ça va partir une guerre. Ouais. Mais non, puis oui, j'ai eu des anciens collègues, des collègues aussi, des anciens employés de mon copain qui avaient envie de retravailler encore pour... Pour la famille. Est-ce que la chef, ça va être toi? Oui, Chef exécutive, chef de Ouais. cuisine. Ouais. Tu vas être là tout le temps. oui. En Ouais, avant, ok. ça va Mais- être- en avant, tu vas... Ah, pardon, je t'ai coupé. Oh, non, en Vas-y, avant. t'allais dire quoi? Oui, mais... Oui, mais t'allais dire... Non, mais j'ai fait ce projet-là parce que j'avais Ok. envie de cuisiner. Faut que Ok. c'est ça qui me manquait à la fin. Parce que je cuisinais, mais plus autant. Parce que c'est une grande Eh cuisine. oui. C'est Tu as beaucoup. beaucoup On de est choses ouvert à gérer, 7 hein. jours. Puis... Les commandes, la compta, les emplois du temps. Ouais, puis les vraiment, paniers. ça prend plus de temps Bien qu'on sûr, pense. Là. Bien sûr. Puis moi, c'est pas ma force. Gérer les conflits d'intérêts, Ouais, les les machins. HR et Ah tout. ouais. Alors, j'ai bien fait Ah oui. on a bien fait de la relancer là-dessus. Ah oui. Comment t'as construit ton poste de chef propriétaire pour pouvoir passer plus de temps en cuisine? Plus petite cuisine déjà. Oui, des plus petites cuisines, moins d'heures aussi. Alors, c'est On à est peu ouvert près 4 jours semaine. C'est bien. Puis c'était vraiment important pour moi d'ouvrir 4 jours de service. Puis, Lesquels jours? Ça a discuté. Ça va. Non, mais ça va être mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parce que à la base, je voulais ouvrir le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais j'allais perdre des excellents employés. Donc, Donc, tu t'es adapté. Parfait, ouais. C'était le meilleur choix que je pouvais faire. Ah ouais. Fait que, puis on a une demi-journée où on aimerait faire Un brunch. un brunch? Non. On sait jamais, tu non, sais. non. c'est- Une demi-journée où on aimerait faire nos rencontres de début de semaine. Là. Donc, on parle des nouveaux menus, on parle des vins, on parle des points positifs qui s'est passé la semaine Ok, d'avant. un staff les- meeting Ouais. général. Fait que, puis, tu sais, mais- Ok, avec- Alors justement, est-ce que t'as trouvé du staff en avant? Oui, ben en fait, j'ai trouvé tout mon staff en avant, mais j'ai pas trouvé mon staff en cuisine encore. ok. Ok. Mais déjà, tu as trouvé un staff en cuisine avec lequel tu as été clair que tu voulais faire quelque chose avec les pourboires. Ah oui. Mais en fait, moi, en fait, tout mon staff de Front of House, c'est tous des gens qui ont déjà participé dans des modèles d'équité salariale par donc rapport justement de pourboire. Puis je sais que tu sais, s'il y en a qui m'entendent, vont peut-être être super révoltés, mais pour moi, c'était inévitable que tout le monde allait être rémunéré de façon équitable. Puis Alors, évidemment, on n'a pas le choix de passer par le pourboire. Alors, c'est aussi. quoi pour toi C'est quoi ta vision? Mais pour moi, ma vision, c'est que à poste égal, responsabilité égale, le salaire soit similaire. Hein. Donc, tu sais, il n'y a pas de grosse... il n'y a pas un 20 000, 30 000 de différence à la fin de l'année entre, mettons, le maître d'hôtel ou le chef de cuisine ou le sous-chef de cuisine. Donc ça se passe comment? Ah oui, tu fais comment, ça? T'as des emplois à salaire ou des salaires à pourboire ou pas? Non. Donc, Non. Donc tes serveurs ou serveuses, tu les emploies à un salaire fixe. À un salaire Et après, fixe. c'est convention de partage des pourboires Ouais. pour tout le monde. Puis, pour être honnête, tu sais, la convention va être rédigée Par eux? par eux, parce que j'ai pas le droit en tant que propriétaire de participer à ça. Ouais. Par contre, tu sais, moi, j'ai été très claire quand j'ai fait l'embauche, c'était quoi les philosophies et les valeurs de l'entreprise. Hein. Fait que, tu sais, je pense que tout a été clair avec ça. Puis à chaque fois que j'ai abordé le sujet, puis même quand j'étais stressée de leur aborder ce sujet-là, ils ont tout le temps été super respectueux, puis vraiment réceptifs aussi. Puis c'est ce qui m'a encouragée à dire comme, tu sais, je pense qu'il y a aussi d'autres gens qui ont d'autres visions aussi, là.
je pense que ça fait plus de sens aussi avec tout le monde d'avoir des meilleures conditions de salaire, puis d'avoir des meilleures conditions de travail, puis une meilleure condition d'équipe, d'esprit d'équipe. Je viens d'entendre que tu allais faire signer une convention de pourboire, mais ça veut dire que tu les payes tu les payes au salaire serveur? Non. Donc, pas forcément besoin de faire signer une convention de pourboire. Mais c'est plus sûr. Je pense que c'est... je sais pas ça où fait la un ligne contrat, par ça rapport fait un à contrat. ça. Oui, c'est ça. Puis, je pense que, faire signer un papier, ça fait juste dire comme, hey, on a tous pris connaissance que c'était ça les règles, c'était ça les lignes directrices de l'entreprise. Mais... Donc, tu les payes à l'heure? Je pense que ça va être à la semaine. Okay. Mais ça va être vraiment à discuter avec eux. Là. C'est pour, Puis, mon but, c'est pas d'abuser personne non plus. Là. Je crée un environnement de travail aussi pour... Au même titre que ce que je disais, je veux créer un environnement de travail sain pour les générations futures aussi, puis montrer qu'il y a d'autres modèles qui existent, sans nécessairement exploiter ses employés, puis les faire travailler 50 heures, puis payer 40 heures. Là. Et tu as trouvé un ou une sommelière? Tu vas avoir un sommelier ou... Encore, oui. Encore, mais c'est ça, on va travailler comme j'ai dit à tout le monde, à tous les employés que j'ai engagés, j'engage par paire. Hein. Donc, il y a 2 maîtres d'hôtel, 2 sommeliers. Dans le fond, je veux que quand il y a des charges de travail, que ce soit pas juste, ça repose pas juste sur une personne. Ça enlève du stress. Hein. Okay. Puis deuxièmement, si la personne elle quitte ou elle tombe malade ou quoi que ce soit, il n'y a pas juste une personne dans l'entreprise qui sait comment faire son travail. Hein. Et ça, tu as déjà réussi à recruter comme ça? Oui. OK, c'est intéressant. Oui, vraiment, mais je sais pas si je suis juste chanceuse ou je suis capable de vraiment vendre mon speech. Peut-être les gens aiment ça travailler avec toi. Oui, aussi, peut-être. Mais je pense que... Puis, je suis humaine, là. Je vais peut-être faire des erreurs aussi. Puis, c'est peut-être pas le bon modèle non plus. Puis, je suis très consciente de ça. Puis, je suis pas fermée à dire comme, hey, on s'est planté, on recommence, puis on revoit la façon de. Je pense que c'est pour ça. Dans un an, on va se retrouver. Tu vas nous dire, c'est de la merde, là. Ça fonctionne pas. Je paye mes cuisiniers 15 pièces de l'heure. Et puis. J'espère pas. Mais non, vraiment, c'est. So far, non. Les gens étaient super enclins à ça. Puis, il y a personne qui a dit « Ah non, ton projet, ça a l'air de la merde. » Qu'est-ce qui te reste à trouver comme employé? Toute la cuisine. Ouais, la cuisine, il me resterait comme 2 employés de cuisine à trouver. Quel profil tu cherches? Vas-y, fais un... Tu sais que 85% de nos auditeurs, c'est des cuisiniers, c'est sûr que gens de la j'ai besoin restauration. d'avoir des gens qui sont respectueux, autant sur l'humain que sur le produit, que sur les achats qu'on fait ou des trucs comme ça. Je parlerais plus de l'humain en soi que des compétences, parce que des compétences, ça s'apprend. Mais c'était ton cas, en fait. Puis... Les gens t'ont fait confiance, ils ont vu ton attitude. C'est ça, je pense que c'est toute une question dans l'attitude, puis souvent, je regarde même pas les CV. Je regarde juste c'est quoi le premier feeling, puis je me suis rarement trompée sur mes feelings. Habituellement, ils sont assez bons. Si j'ai une belle connexion avec la personne, puis qu'on est capable d'avoir une belle discussion, puis on est capable de parler de restauration, puis que nos valeurs concordent, ben ça vaut bien plus que moi que tu es allé travailler dans un 3-Mac. Donc là, tu recherches un sous-chef. Oui, un sous-chef, puis peut-être un autre cuisinier. Et vous seriez que 3 en cuisine? Oui. Pour faire à 4 jours par semaine? Oui. De quelle heure à quelle heure c'est ouvert? Plus la pâtisserie? Pardon? Plus la pâtisserie? Plus la pâtisserie. Oui. C'est vous qui la faites? Oui. Pour le moment, oui. Mais j'aimerais vraiment ça. Si une autre personne m'entend bientôt... pâtisserie, on connaît, nous. Hein? Oui, hein. Ben, c'est ça. Moi, j'en connais une autre. Hein. Elle n'était pas prête pour le moment, puis c'est correct comme ça. Mais nous, on en connaît. Quand elle sera prête, la porte va être grande ouverte. Hein. OK. Puis, tu es ouvert de quelle heure à quelle heure, à peu près? J'aimerais ça d'être 5... J'hésite entre le 5 ou le 5,5. Puis, j'aimerais ça à 10 heures. 10 heures, Tu finis le service. Ben, dernier plat servi à 10 heures. La dernière personne peut rentrer à 10 heures. La dernière personne peut rentrer à 10 heures et commander vers 10h30. Oh là Oui. là. Donc, tu finis à... Soyez pas cette personne-là. Si ça ferme à 10h, arrivez à 9h30. Et puis sinon... mais tu sais, peut-être probablement que dans le système de réservation, la dernière réservation va se faire à 9h30. Oui. Mais tu sais, je pense que s'il y a quelqu'un qui walk in à 10h, c'est sûr qu'on va pas fermer la porte. Là. J'ai besoin d'avoir un soft opening. Là. C'est mon premier restaurant. Quand même, avec une nouvelle équipe, un nouveau menu. menu. T'aurais pas de soft opening, je te dirais où? Non. Non, c'est... parce qu'il y a toujours une surcharge électrique qui arrive. Pour les gens qui sont pas du métier, le soft opening, c'est les... Soft, ouverture tranquille. Ouverture tranquille, t'es fermé au grand public. Ou pas.
ou Mais tu pas. réserves une limite. Tu peux travailler en table restreinte et puis tu t'as pas le menu complet. Tranquille. Tu commences tranquillement avec 2-3 plats. Puis après, t'apprends à les travailler, t'apprends à connaître ton équipe, t'apprends à connaître ton équipement. À synchroniser les équipes. Tes patrons te mettent la pression quand c'est pas toi le patron pour que ça marche vite. Genre un jour. Et puis je regarde Pascal là parce que parce que quand t'es patron, que c'est pas toi le chef, tu dis à ton chef, ok, demain on ouvre, quoi qu'il arrive. Ah ouais, je suis pas prêt, mais tu seras jamais prêt de toute façon. Donc il faut que tu pousses. Mais c'est vrai qu'on sera jamais prêt. Et mais... Non, donc, moi j'ai cette chance-là. À un moment donné, il faut ouvrir. Oui. En tant que patron, moi j'ai ma vision. Oui. T'as fixé un jour. Toi, en tant que patron, t'as délivré le mieux possible ce que tu devais délivrer. Et il faut pas repousser. Si quelqu'un te dit ouais mais je suis pas prêt, moi je disais non, on ouvre et puis on verra. Non, j'aimerais ça être prête. Puis non, j'ai déjà prévu mes testeurs, mon ancienne patronne, puis mon ancienne collègue aussi, Véronique, était comme on veut venir tester le menu avant que tu le fasses en. Ah, tu sais, si t'as besoin de testeurs, on en connaît aussi. On peut se dévouer, c'est trop gentil. On est là pour aider. On est honnête en plus. Mais c'est ça, moi j'adore, c'est la clé. Est-ce qu'il va avoir menu cocktail, un bar? Non. Pas de bar, c'est une salle. Il n'y aurait pas de bar cocktail, mais le restaurant, c'est un bar. C'est un gros bar en U. C'est 18 places assises autour d'un bar. À l'époque, Hôtel Herman, c'est mon restaurant préféré. Puis on dirait que l'esprit du bar, l'espèce la dynamique de salle, j'ai tellement trouvé ça chouette que j'étais comme si un jour j'ai un restaurant, ça va être ça. C'est marrant parce qu'avec mon épouse, on va toujours manger au bar. Ah, mais nous aussi, quand on va dans un bar, on dirait qu'on veut avoir cette interaction-là avec le serveur ou avec l'autre personne. Puis c'est toujours ça que j'ai aimé. Puis justement, il va y avoir un garde-manger qui va travailler en face, qui va travailler au bar, en fait, avec une autre personne. Puis le but, ça serait que cette personne-là soit aussi capable de servir le vin, qu'il soit capable de prendre les prises de commande et tout. Puis soit à l'aise avec les clients, avec la chat. Oui, vraiment. Fait que, puis ça vient aussi de mon expérience passée quand je travaillais à Manfred puis à Relais, où on faisait aussi du service avec le client. Puis c'était vraiment le fun. D'avoir un feedback réel du client, c'est vraiment stimulant puis énergisant. C'est un projet excitant. Hein. Oui, alors on a oublié de dire un truc super important. C'est quoi le nom du resto? Ah bah oui. Alors. Le nom, c'est Restaurant Panacée. Panacée, c'est une panacée. La panacée. La panacée. La panacée. Ouais. Donc c'est quoi exactement? Une panacée, dans le fond, c'est un remède universel. Je trouvais que ça faisait vraiment du sens en restauration parce que quoi de mieux qu'un bon restaurant puis une bonne compagnie pour juste tout régler dans la vie. Un bon remède. Un bon remède. Fait que ça faisait vraiment du sens pour moi d'appeler ça comme ça. Puis ça fait aussi un clin d'œil sur mon parcours au Foxy parce que mon cocktail préféré, c'est le pénicilline. Ah, OK. Puis la bartender du Foxy, à un moment donné, elle a fait un twist sur ce cocktail-là. Puis mon sous-chef avait appelé ça, il avait pitché un nom, puis il était comme, ça pourrait être le panacée, puis c'est resté. Puis c'était tellement un bon cocktail, là. Puis j'étais comme, ça fait du sens. Puis je trouvais que tout se rejoint. Tout se rejoint. Ça fait partie un peu de mon ancien parcours. Ça fait aussi partie de mes valeurs, justement, de l'hospitalité. Ça rejoint aussi l'hospitalité, où, de bien accueillir les gens, de prendre soin d'eux, de make sure qu'ils ont tout quand ils sont chez nous, sont comblés. Et j'ai juste, moi, un dernier mot de la fin, Émeric. Il y a un grand écrivain français qui disait la chance nous ressemble. La chance nous ressemble, et je pense qu'elle te ressemble pas mal, ta chance, d'après ce que j'écoute. Merci pour tout. Merci pour ton temps. Merci pour cette belle conversation. Si vous voulez revoir cet épisode, on est sur YouTube. Si vous voulez suivre l'actualité dans le jus, on est sur Instagram. Si vous voulez nous soutenir, on est sur Patreon. Restez dans le jus. Ciao. Ciao, ciao. Bye, merci.